Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je vous embarque tout au long de la semaine pour mes aventures tricotesques, teintures et autres arts créatifs. Allez, c'est parti. Eh bien le bonjour, moi c'est Didier, je me présente parce que c'est vrai que je le fais que rarement. Donc je m'appelle Didier, je suis teinturier indépendant et j'ai décidé il y a quelques semaines déjà de revenir un peu plus souvent sous forme de vlog, podcast un petit peu parce que j'ai parfois pas trop le temps de venir tous les jours et puis il n'y a pas des avancées forcément très visibles sur les encours. Donc je viens quand j'ai envie pendant la semaine, quand j'ai des choses à vous dire, quand j'ai des choses à vous montrer. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le même nom, Au Fil d'Horus, sur Instagram, sur YouTube donc, et aussi sur Ravelry. J'ai une boutique en ligne qui est sur site autonome de vente de laine et d'accessoires tricot, laine teinte à la main. Vous pouvez me retrouver sous l'adresse www.aufildhorus.fr. Voilà, parce que c'est des questions que j'ai parfois, je le marque dans la barre de description, mais c'est des questions que j'ai. Certaines personnes me cherchent ou me recherchent sur Etsy encore. Alors bon, j'ai commencé il y a bientôt un peu plus d'un an maintenant, j'étais sur Etsy, mais depuis le mois d'août dernier, je suis sur site autonome. Voilà voilà pour les présentations. Donc qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? Je vais vous montrer mon ouvrage. J'en ai enfin un ouvrage terminé. Je vais vous montrer donc l'ouvrage terminé de cette semaine, c'est le col Slumber Call de Steven West, donc qui se tricote sur 4 écheveaux de DK 100 grammes pour 225 mètres. Moi je l'ai fait avec ma base Alexandrie DK 100% mérino. Je l'avais décliné sur 4 couleurs partant du noir jusqu'au jaune. C'est un ouvrage qui se tricote en aller-retour comme une grande écharpe, et à la fin on vient unir le début et la fin pour former un immense col que l'on peut mettre comme ça ou retordre. Donc voilà, moi le col il est terminé. Alors le voici, le voilà. Donc donc c'est un col, donc peut-être un petit peu difficile de vous le montrer là. Donc le voici avec toutes les couleurs. Donc j'étais parti. Le col il se présentait comme ça. Voilà, moi en fait j'ai commencé avec le noir. Après, je suis passé sur cette section de gris. J'ai avancé sur cette section de jaune avec speckle, et pour avancer un petit peu mes écheveaux, voilà, j'ai refait une variation, des petites variations en changeant les couleurs pour retomber sur la couleur noire, pour pouvoir faire au niveau de la jonction et de la couture, de retomber sur du noir sur du noir. Sinon, le châle, je crois qu'il s'arrêtait ici, enfin l'écharpe s'arrêtait ici, et j'aurais dû coudre jaune contre noir, et ça me plaisait pas trop. Donc j'ai refait quelques variations, encore quelques rangs en modifiant les couleurs pour arriver à une couture. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? On le termine, cet étole, quand on arrive au bout, on vient faire un I-cord, et après il nous dit de coudre, donc le départ, forcément le rang de montage avec le rang arrière de l'I-cord. Alors, c'est une chose que j'ai fait, sauf que je ne l'ai pas fait avec une aiguille, je l'ai fait moi au crochet en maille coulée. Alors, j'aurais pu le faire, alors, moi ça se voit, alors, parce que, voilà, alors c'est dans le noir, mais c'est dans la partie noire, donc ça peut peut-être pas trop se voir non plus. Voilà, donc ici on a l'I-cord et on a la couture, donc on voit bien l'I-cord. Parce que je me suis dit, pourquoi s'être embêté à faire un I-cord si au final on fait une couture qui est invisible au crochet?
Parce que si j'avais inversé, si j'avais fait mes mailles coulées sur l'envers, donc c'est-à-dire endroit sur endroit, là on voit que sur l'envers c'est complètement lisse, on voit pas du tout la couture. Mais je me suis dit, autant s'être embêté pour faire un I-cord, autant que l'I-cord se voit. Et encore, comme c'est sur le noir, on voit aussi, là ça se voit, voilà, là on le voit. Alors, je sais que c'est un ouvrage que je vais, donc, moi c'est un ouvrage qui mesure en tout, en longueur, il mesure 1,49 m, presque 1,50 m. Je crois que le sien sur l'ouvrage, il dit qu'il mesure 1,30 m. Donc moi, comme je vous avais dit, je voulais pas que ça soit je voulais pas que ça soit trop serré. Donc moi, j'ai décidé de le. Et encore, parce que je vais en remonter, je vais vous expliquer après. Je vais en remonter un. Pour moi, il est un petit peu trop. Pour moi, c'est trop serré. Enfin, c'est trop serré. C'est bien, hein, parce que ça forme un bon col sous un manteau, c'est nickel. Donc le col, il peut bien monter, voilà. Et puis après on peut faire varier avec les couleurs. Donc c'est ça qui est bien. Hop, on peut bien le monter si on veut vraiment, parce que ça peut faire aussi cache-nez quand il y a du vent ou l'hiver. Voilà, ça tient bien. Et après ça tient bien devant. Le dessous forcément il est un petit peu plus serré, vraiment ras du cou. Et ça on peut s'amuser à faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc moi, c'est un ouvrage que je vais refaire. Alors pas de suite, mais pour finir des fins de pelote, comme c'est en DK, je vais doubler les fils pour le faire. La seule chose que je vais modifier, c'est que je vais, pour moi, pour ma taille, enfin pour mon goût du moins, je vais augmenter la longueur. C'est-à-dire je vais faire supérieur à 1,50 m. C'est un ouvrage, j'ai oublié de vous dire, que j'ai bloqué avant de coudre. C'est-à-dire que au départ, je voulais le bloquer avec l'aiguille sans l'avoir terminé, sans avoir fait l'I-cord. Puis bon, je me suis dit, comme il est quand même assez grand, donc j'ai fait l'I-cord, je l'ai bloqué, et ensuite je l'ai cousu, je l'ai mesuré pour voir, et je l'ai cousu. Alors, je sais que pour le prochain, je ferai non pas un montage classique à la base, je ferai un montage provisoire avec câble, c'est-à-dire que je laisserai mes mailles en attente de départ sur le câble, je tricoterai et à la fin je ferai un rabattage invisible à 3 aiguilles. Donc avec deux mailles ensemble pour faire un montage vraiment complètement invisible. Donc voilà la particularité, enfin les modifications que j'apporterai, c'est-à-dire je le ferai un peu plus long pour que ça fasse vraiment très très ample, même si là je l'ai fait une fois, donc il me tardait de le terminer, même si c'était la taille recommandée, mais je sais que pour le prochain je ferai vraiment quelque chose de beaucoup plus grand, quitte à ce que je puisse le retordre encore une fois, ou que ça puisse un petit peu plus, vous voyez quand on le met, que ça puisse retomber un tout petit peu plus, la partie de devant, la partie la plus grande, celle qui n'est pas contre, voilà. Si elle peut retomber un tout petit peu plus devant, ça sera que mieux. Bon, voilà. Donc au niveau des difficultés, c'est des allers-retours. Il y a, le motif se fait sur 8 rangs, et il n'y a qu'un seul rang où il y a de la dentelle, il y a des mailles ensemble et des jetés. Donc rien de compliqué. Un I-cord avec diminution de chaque côté pour que l'étole reste bien droite du fait du motif à côté. Voilà, rien de particulier, je suis content de l'avoir terminé. C'est vraiment l'ouvrage qu'on peut faire devant la télé sans avoir à compter. C'est une succession de rangs endroit envers, enfin il y a eu des jerseys parce qu'il y a quand même pas, voilà, il y a du relief. Rien de vraiment très compliqué, il se tricote relativement vite. Et puis voilà, on peut s'amuser soit avec des restes, soit bon, moi je l'avais fait avec ça, avec enfin, des échos que j'avais éteints. Donc voilà pour l'ouvrage terminé, je suis content. Je voulais voir, c'était la première fois que je tricotais quelque chose avec vraiment du jaune à l'intérieur. J'avais mis quelques touches de jaune dans une des étoiles de Le Moirino medley de West, mais je voulais voir ce que ça donnait vraiment avec une grosse masse de jaune, et en fait non, c'est bien, non, j'aime bien. J'aime bien. L'autre, je le ferais peut-être plus, je voulais quelque chose de vraiment très tranché, parce que je savais qu'il y avait ces petites bandes qui allaient faire le passage, que ça allait pas être
vraiment une cassure entre les deux. Mais la prochaine fois, je vais essayer avec les restes de trouver des restes un peu plus dégradés, dans des coloris un petit peu, voilà. Putain, il me reste pas mal de coloris du style des coloris un petit peu automne. Je pense le faire avec ça. Voilà. Pour l'ouvrage, donc le Slumber Call de Steven West, qui est enfin terminé. J'ai enfin un ouvrage terminé. Et là, j'ai vraiment décidé avant de castonner, parce que comme je vous ai dit, comme je vous ai dit la semaine dernière, je fais énormément de caston pour vous montrer, d'essayer de mettre sur mes aiguilles les nouveautés. Alors, soit des nouveautés couleurs, soit des nouvelles bases. Mais là, il y en a énormément. Ça commence à prendre de l'ampleur au niveau de la place qu'il y a dans la boutique. Donc, parce que j'ai réservé un coin, vu que c'est boutique physique, mais aussi mon atelier. Donc, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Donc là, pour l'instant, plus de caston. Le temps que je termine, au moins 2-3 ouvrages qui sont en cours. Et après, je remonterai. D'autres ouvrages. Voilà, ben écoutez, pour aujourd'hui c'est terminé, je vous retrouve dans la semaine. Merci, bisous. Bonjour, aujourd'hui je viens rapidement pour vous montrer un petit peu les coulisses de Ophildorus. Dans un premier temps, je vais vous montrer là un petit peu vraiment les coulisses des coulisses, c'est-à-dire l'endroit où je stocke toute ma laine. Donc c'est une pièce à part où est stockée la laine naturelle, enfin la laine qui arrive pour être teinte. Donc je stocke ces laines dans un endroit à part du laboratoire sur lequel je teins pour des questions d'humidité. Je préfère avoir les laines, les laines qui ne sont pas teintes. Je préfère les avoir dans cette pièce-là. Donc c'est la pièce où aussi se passe tout ce qui est déballage, emballage de vos commandes. Toute la partie après, comptabilité, classement, tout ça, tout ce qui est papier, comptabilité. Le stockage des cartons, le stockage de tout ce qui est pour l'expédition. Et ensuite, il y a la partie du premier bureau qui est là où se passe tout ce qui est montage, gestion des commandes. Voilà, montage des épisodes YouTube. Tout ce que j'ai à faire de ce côté-là, ça se passe dans cette partie de bureau. Voilà, donc un ensemble assez avec plein d'étagères pour tout stocker, pour être le maximum à l'aise, pour gérer vos commandes le plus rapidement possible, pour pouvoir les stocker aussi une fois qu'elles sont prêtes à l'expédition. Donc voilà l'endroit où se passe la gestion et le traitement de vos commandes et aussi le stockage. Voilà pour cette première partie des coulisses un petit peu techniques, plus sur la gestion des commandes et du stockage. Voilà. Maintenant, la boutique proprement dit. Alors, tout n'est pas encore terminé. Les réassorts avancent bien, mais c'est pas encore totalement fini. Faut se rappeler que c'est une boutique physique, mais c'est aussi mon atelier, donc il y a des choses ici qui, c'est pas la boutique tirée à 4 épingles pour être toujours, parce que j'y travaille, il y a de la confection qui se fait, il y a des écheveaux qui sont traités, moulinés, des commandes qui sont pré-prises ici et qui sont là, donc voilà, donc ça reste quand même plus un atelier boutique. Voilà, qui vit au jour le jour. Les murs, tout ça, c'est bien rangé. Mais après, au milieu, il y a aussi le deuxième bureau que vous verrez avec là tout ce qui est parti, la partie où aussi parfois je traite les commandes plus quand je suis ici, parce que je viens traiter les commandes dans un premier temps ici pour prendre les écheveaux que vous avez commandés pour le niveau visuel, et ensuite elles sont traitées de l'autre côté dans la partie expédition. Donc là il y a une partie bureau avec des écrans aussi, pour être le plus... c'est là où je fais aussi... parce que là, c'est la luminosité, c'est sur la plus grande pièce, donc la luminosité est bonne. Donc là, c'est là où je fais à peu près soit de la recherche, soit un peu plus de compta, soit des choses comme ça, où j'ai besoin un peu plus de luminosité. Et vu que c'est la partie qui est ouverte, la partie ouverte au public, j'y reste aussi
la majeure partie du temps. Donc j'ai décidé de scinder un petit peu les catégories de laine. Donc dans une première partie, il va y avoir la partie tout ce qui contient la laine à chaussettes qui est séparée des autres. Et au sein de la laine à chaussettes, il y a une partie qui contient du mérino et surtout du polyamide. Et mélangé avec du lurex ou de la stélina. Donc ça, c'est sur une première partie de présentoir, enfin de mural. La deuxième partie de mural, c'est tout ce qui contient la laine en chaussette qui contient du nylon, donc les 75-25, les 85-15, les bambous nylon, les BFN nylon. Donc tout ça aussi, c'est sur le meuble du fond, sur un petit peu un plan incliné. Là, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres moyens, mais c'est tout ce qui va concerner les mini et les kits mini, par exemple. Bien qu'il y en a aussi sur le meuble central. Donc là, c'est pour plus ce qui est kit que je ne peux pas suspendre. Donc ça se passe là pour l'instant. Je vais voir pour trouver autre chose pour ces mini-là. Mais bon, pour l'instant, c'est là. Et ensuite, le mur que vous voyez toujours derrière moi lors des vlogs ou des lives. Donc là, c'est le mur qui concentre, on va dire, 80% des laines autres que des laines à chaussettes. Voilà, donc là, tout est rangé. Donc, il y a un pan qui est destiné à tout ce qui contient de la soie. Donc, les gammes un petit peu luxueuses. Donc, les Merino soie, Baby Alpaga soie, les Merino Yake soie, les Kid Mohair et soie. Et maintenant la Thèbes Merino Cachemire et soie. Donc là, c'est sur un pan. Il y a aussi du suri, il y a des choses comme ça. Après, il y a un pan où il y a de la 100% Merino. Donc là, ça part de la single jusqu'à la Merino single et la Luxor 4-ply. Il y a aussi des petites références toujours de laine péruvienne et des choses comme ça. Et sur la dernière partie, c'est-à-dire qu'il est divisé en en panneaux. Et sur le dernier panneau, c'est tout ce qui contient de la Merino bambou. Donc de la DK pour l'instant, de la DK Merino bambou, de la Merino bambou aussi en fingering, aussi en lace, et je me suis réservé une petite place en bas. Bon, ça bouge, mais c'est surtout pour des kits de 2, 3, 4, 5 écheveaux, plutôt que de les avoir à plat ou sous plastique, parce que j'aime pas trop avoir ça sous plastique. Voilà, je les suspends là-dessus, qui sont bien classés par kit, comme ça, moi, je les retrouve très rapidement. Donc voilà un petit peu comment cette boutique est organisée. Il faut vraiment... j'ai voulu vraiment un petit peu la concevoir parce que déjà, je vous dis, c'est pas une boutique, on n'est pas chez Pinky, hein, donc c'est pas le truc. Faut vraiment que ça reste un atelier boutique, c'est-à-dire que moi j'y travaille. Enfin, j'ai de la visite, on peut venir m'acheter. D'ailleurs, Marie-Christine, merci de ta visite de la semaine dernière. Je t'embrasse. On peut venir me rendre visite, mais moi j'y travaille, si vous voulez, 80% du temps. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose sur lequel je puisse poser mes écheveaux quand ils sont... Et s'il y a des clients ou des clientes qui arrivent, il y a des écheveaux qui sont pas moulinés au milieu. C'est là où j'étiquette, c'est là où j'ai mon tourniquet mon crochet pour mettre en écheveau, pour esquiner. Quand il faut mettre en cake, j'ai le caker qui est ici. Bon, tout est automatisé, électrique, on va dire, mais bon, tout est là. Donc c'est pas uniquement qu'une façade ce n'est pas qu'une façade de boutique avec des écheveaux qui sont bien plus de la librairie ou des petits accessoires, voilà. Ça vit, là, il y a des mini qui sont en vrac, voilà, les écheveaux sont pas finis pour la semaine, c'est pas étiqueté, donc j'essaie au maximum que ça soit rangé, mais voilà, c'est aussi un atelier de création, c'est un atelier où j'étiquette, donc voilà, c'est pas uniquement des tables bien rangées, un bureau bien rangé, tout ça, c'est un atelier qui vit, c'est un atelier de création et de fabrication, donc il faut que ça soit aussi... j'ai vraiment voulu l'avoir dans ce contexte. J'aurais pu faire tout ça, non, j'aurais même pas pu. Non, je peux pas faire tout ça dans l'autre partie parce que j'avais pas assez de place, mais je voulais vraiment que cette grande partie où je vis les 3/4 du temps de ma journée, je voulais vraiment que ça fasse les deux, ça fasse boutique, que ça soit très pratique pour moi, parce que pour vendre et pour venir vous chercher les écheveaux quand vous me le passez commande sur le site, que ce soit très pratique pour se repérer, venir, moi pour les réassorts, c'est très visuel, quoi que ce soit, donc pour un côté pratique, pour aussi quand la cliente vient,
le client ou la cliente, que ce soit aussi, que ça fasse aussi boutique, hein, qu'elle choisisse en fonction des bases et tout ça, que ce soit pratique et qu'elle puisse se repérer dans la boutique, et aussi que ce soit un petit peu un petit peu le cocon artisanal où il y a de la fabrication, où il y a un petit peu tout, hein, un petit peu, il y a un petit peu de réserve au fond là-bas, parce que ce sont les restes de réserve des calendriers de l'Avent de stockage pour pas les mélanger avec le reste dans l'autre pièce. Donc voilà, il y a de la matière vraiment première qui arrive jusqu'à la matière qui est terminée, en passant par tout le système qui permet de reskiner, de mettre en cake, de mettre en échoua avec le parapluie, avec tout ce qui est un petit peu lumière que vous voyez pas là, mais qui est aussi installé, qui reste un petit peu à demeure, les bras pour tout ce qui est tournage et compagnie. Voilà, c'est quelque chose qui vit, c'est pas quelque chose aseptisé complètement, uniquement avec des échauds qui sont suspendus. Voilà, c'est un petit peu. Il reste énormément de travail de rangement, de classement et tout, mais voilà, vous allez voir cette semaine déjà le premier jet de la commande de la boutique, de l'atelier boutique qui est en cours et qui est aux trois quarts, on va dire, aux trois quarts terminé. Voilà. Je vous ai présenté, je vous montrerai les avancées, s'il y en a d'autres, des modifications et tout ça, je vous montrerai tout ça. Ça fera partie des petites parties de vlog que je rajouterai au fur et à mesure du temps, s'il y a des modifications, ou si je suis content de certaines parties de réorganisation de boutique, je vous les montrerai. Voilà, je vous ai enfin montré la coulisse et la boutique. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Merci, bisous. Bonjour. Alors, pour cette deuxième partie, parce que on est vendredi et que je vais tourner tout en même temps, j'ai pas eu le temps de revenir vous voir dans la semaine parce que j'ai eu du travail. Il n'y avait pas trop d'avancée, donc du coup, je vais tout faire d'un seul coup. Alors, je voulais vous montrer l'encours que j'avais commencé. Je vous avais montré pour le test qui n'en était... Enfin, moi, je l'avais commencé pour un test, mais qui n'en est plus un parce qu'il est déjà à la vente. C'est le châle de Madrigal Yarns, l'Arctica Shawl, que j'ai décidé de tricoter en Luxor 100% Mérino, dans mon coloris papillon éphémère. Donc c'est un châle qui se tricote, on m'a posé la question, c'est un châle qui se tricote à 2 écheveaux, parce que Eddy le préconise avec ses mini de 20 grammes, et il utilise 10 mini. Donc je crois que ces mini à lui font 80 ou 85 grammes, parce que c'est du 100% Mérino lui qui l'utilise. Donc ça fait 800 mètres. À peu près 800 mètres, donc 2 écheveaux. Moi, je vais le faire sur 2 écheveaux, donc là, c'est le coloris papillon éphémère. Voilà, donc j'en suis là du premier écheveau, parce que ça consomme pas énormément de... Enfin, suivant l'avancée, ça consomme pas tellement de laine, et j'en suis là. Alors, je me suis arrêté forcément au milieu d'un rang, et comme je n'ai pas regardé, j'ai pas voulu le finir. Voilà où j'en suis. Voilà, donc on s'était quitté il y a un petit moment, il y a 2 vlogs, je crois, je m'étais arrêté pour le test, je m'étais arrêté ici. Donc là, j'ai recommencé 2 sections, j'ai refait 2, parce qu'on arrive, ouais, j'ai fait la nouvelle bordure de point mousse ici, donc 1 et 2. Voilà, j'en ai fait 2 de plus. Donc le châle commence à s'agrandir. On voit pas encore je pense c'est un châle à chevron. Donc on les verra vraiment quand au blocage, parce que là sur les aiguilles, ça semble un châle demi-lune ou presque, malgré la bordure comme ça, atypique. Mais on verra vraiment les chevrons quand ça sera au blocage. Donc voilà ce que ça donne voilà ce que le papillon éphémère donne sur le tricoté. Donc comme je vous avais dit, donc du coup je me suis dit je vais le faire un peu plus tard. Si j'avais su, j'aurais fait les bandes bien plus tôt, donc je voulais pas les faire maintenant, mais je pense que j'aurais dû casser un petit peu le rythme vu que c'est une couleur entre guillemets unie malgré les speckles. J'aurais bien cassé le rythme un petit peu en faisant les bandes de point mousse. Avec la dentelle, j'aurais bien fait d'une autre couleur vraiment très tranchée et garder le papillon éphémère pour tout le fond. Garder les mailles glissées garder tout ce qui était mailles glissées en papillon éphémère dans le coloris principal et faire ces rangs de points mousse qui
qui sépare en fait les plus grosses augmentations. J'aurais dû les faire d'un autre... voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant avec... je sais pas, peut-être... Je sais pas. J'ai pas l'impression d'être arrivé, il faudrait que je pèse. Je pense pas être arrivé à la moitié de l'écheveau, parce qu'il en reste hein, quand même. Hein. Donc peut-être que j'ai utilisé 50 grammes pour l'instant. Donc moi je le tricote aux aiguilles, tricote aux aiguilles 3,5. Voilà. Donc voilà mon avancée pour le châle Artica. Donc ben, là il va rester sur lui, il va rester parmi les ouvrages à clôturer le plus vite. Voilà, parce qu'en fingering ou en châle, je remets rien sur les aiguilles tant que au moins celui-là n'est pas terminé. Voilà. Je sais pas si je vais tenir le coup à ne pas faire de castonne, mais en tout cas c'est l'envie parce qu'il faut vraiment que je libère de la place pour les encours. J'en mets un petit peu partout, donc je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà. Là il est présent sur les aiguilles. Donc voilà pour l'avancée du châle Artica Shawl de Madrigal Yarns. Juste à rappeler, Madrigal, Eddy ne vend pas ses ouvrages sur Ravelry. Vous le trouverez directement sur son site internet, parce Eddy est teinturier. Donc vous trouverez ses patrons, tous ses patrons, parce qu'il y en a d'autres. Vous le trouverez directement sur son site madrigalyarns.com. Je vous mettrai les liens en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire pour mes deux avancées de la semaine. Enfin, pour mes deux avancées. Hier, je vous ai montré, le début de semaine, je vous ai montré le col. Et là, l'avancée que j'ai fait depuis, parce que je m'y suis remis un petit peu, parce que j'ai fait autre chose en attendant, que je vais vous montrer tout à l'heure. Toujours dans l'optique de vider les stash, le stock de patron Ravelry. En fait, ce que je vais vous montrer, en fait, c'était un... Avant, j'avais un... Qu'est-ce que c'est un... J'avais un cahier où je notais tous les... C'était mon Ravelry parce que je n'utilisais pas Ravelry, ou très peu. Donc moi j'avais un cahier comme beaucoup font, où on note le nom des patrons, les lignes utilisées, le métrage, s'il y a des échantillons, on met dedans, tout ça. Donc j'en avais commencé un, que j'ai vite arrêté parce que ça me saoulait un peu de le faire. Donc en rangeant la boutique, j'ai retrouvé ce cahier. Et à l'intérieur, il y avait ce châle. Donc c'est un patron qui est gratuit, Crime et Tricot, les vacances d'Hercule Poirot. Donc c'est un châle fait par Alice, alias le lapin d'Alice, Célia, alias Atornitz, et Magdalena, alias Trip L de Mag. Donc c'est un châle qui se tricote, je crois que c'était un cal à la base, ou alors il avait été lancé comme ça. Bon, bref, je préfère pas dire de bêtises, mais d'après mes souvenirs, moi je l'avais connu, je pense, comme ça. Donc donc c'est un châle qui se tricote sur 2 écheveaux de fingering aux aiguilles 3,5. Donc il faut une couleur plus foncée, enfin il faut une couleur foncée et une couleur claire. Donc vous allez voir que c'est un châle où il y a, c'est un châle vraiment à la construction asymétrique, avec 2 formes, voire 3 formes de dentelle. Donc donc c'est un châle qui est gratuit, il est disponible sur Ravelry, c'est ce que je vous disais. Donc moi du coup, par peur de le perdre, je l'ai remis je l'ai remis dans ma bibliothèque Ravelry, et c'est vous tapez les vacances d'Hercule Poirot et vous trouvez ce châle qui est un châle demi-lune, mais qui est très long. Alors pas forcément très profond, mais qui est complètement asymétrique, et tout se joue sur des jeux de dentelle. Donc je vais faire ça. J'ai pas fait de présélection de coloris. Parce que je vais créer sur le site internet, je vais créer une section dans la partie teinture à la main et kit. Je vais créer une section kit 2 écheveaux. Alors je vais pas forcément le nommer, je vais même pas du tout. Je vais m'évertuer par exemple sur le site pour parler un petit peu du site. Dans les kit fingering, je vais marquer kit 2 écheveaux, kit 3 écheveaux, kit 4 écheveaux et kit 5 écheveaux. Là, il y a déjà des kits 2 et 3, mais qui ne sont pas marqués comme ça. Et je ne vais pas le faire sur des patrons vraiment très précis, que si jamais vous voulez des kits duo pour, par exemple, donc je vais en faire moi dans la perspective et dans le contraste de faire ce châle-là.
Donc celles qui seront intéressées pour le faire, donc vous le trouverez là. Par contre, celles qui veulent des duos, enfin des kits 2, 3, 4 ou 5 écheveaux, mais pas forcément pour les modèles que je préconise, il n'y aura pas l'intitulé vraiment du nom du châle. Et d'autant plus que pour certaines designers, elles se sont parfois sur certains châles, elles ont fait un partenariat avec des teinturiers sur lequel le patron avait été initialement fait. Donc moi, c'est pas de mon truc d'arriver derrière et de dire je crée des kits pour ce patron parce que ça serait pas cool. Donc du coup, je vais créer, j'en parlerai lors des vlogs. Et et après je créerai des kits, donc 2, 3, enfin suivant les patrons. Là je vais mettre en stock des lignes, des kits 2 écheveaux, moi pour faire, lancer un petit peu l'idée de faire ce châle là. Après si vous voulez prendre des kits pour d'autres châles de 2 écheveaux par exemple, vous pourrez, parce qu'il n'y aura pas du tout de patron, le patron ne sera jamais inclus à l'intérieur, voilà. Je donnerai peut-être des inspirations dans les kits, si j'ai le temps, je marquerai par exemple dans les kits de 2, 3, dans chaque fiche produit, je marquerai des inspirations, peut-être des modèles comme ça, c'est peut-être pas dit, mais je marquerai peut-être des choses, mais bon, on verra. Voilà, donc là c'est vraiment pour ce châle-là. Des kits vont être créés, mais qui ne seront pas marqués. Attention, vous le trouverez sur kit fingering et 2 écheveaux. Voilà, il n'y aura pas le nom, les vacances d'Hercule Poirot de marquer dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour diminuer un petit peu, enfin, pour trouver sortir et trouver. Là, je vais du coup, en attendant, je vous montrerai, là, je pense la semaine prochaine, le duo, le kit duo que je me suis choisi pour faire ce châle-là. Là, je l'ai retrouvé tout à l'heure, donc j'ai pas forcément pioché dans le. Je pense pas qu'il me reste. Je vais le faire avec mes laines, donc je vais pas piocher là du coup dans mon stash, dans mon stock de laine. Je vais vraiment soit me le faire faire de la teinture sur commande, enfin une auto-commande. Soit je piocherai dans mon stock directement. Voilà. Ensuite, pourquoi j'ai pas trop avancé dans le tricot non plus cette semaine? Parce que je vous avais déjà montré le point de croix que j'avais fait il y a 2 ou 3 épisodes, des choses que j'avais déjà fait. Et du coup, à force de regarder Sophie Zen au fil de la ruche, Christelle rêvait sa vie en couleur, il y en a plein qui se remettent à faire qui se remettent qui font ou qui se remettent à faire comme Sophie du coucou en passant à Sophie, Christelle et qui se remettent à faire du point de croix. Donc du coup j'ai décidé de refaire du point de croix, mais comme c'est vraiment, je veux pas me relancer là-dedans comme je faisais il y a un moment, c'est-à-dire que ce soit vraiment parce que ça prend du temps, mais donc je me suis dit quel modèle choisir. Donc là, comme on est en été, je voulais pas choisir un modèle printanier ou été ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit je vais prendre un modèle de Noël, parce que si ça traîne à le faire, d'ici Noël, ça sera peut-être largement fait, mais je me suis dit voyons au long cours. Et donc je regardais l'autre jour sur ce qui se faisait, parce que moi je suis, comme je vous avais dit, je suis très de la fabrique Lavender & Lace ou Mirabilia. Donc je regardais ce qui s'était fait dans les Pères Noël des deux, et en fait sur les Pères Noël, sur les inspirations de Noël, sur Lavender & Lace, je vous les montrerai lors d'un épisode spécial, mais j'ai beaucoup fait d'esprit de Noël, donc du coup il en restait pas tellement. Et en regardant, je me suis dit, oh là là, mais ce modèle-là, en fait, j'avais déjà 2 modèles. Un qui était entamé, que je vous montrerai une autre fois, et un modèle qui n'était pas du tout entamé, que j'ai décidé d'entamer. Donc en fait, c'est le modèle Santa, donc par Nora Corbett. Donc Nora Corbett, c'est vraiment le nom de la designeuse de la marque Mirabilia.com. Donc c'est le modèle Santa. Je vais vous mettre des images, parce que là ça risque... Je vous montre quand même, et je pense que vous incrustez des images. Donc c'est ce modèle-là. Donc voilà comment ça se présente. Par exemple, les fiches de chez Mirabilia. Donc vous obtenez la fiche de chez Mirabilia.com, où derrière vous avez 2 visibles. Vous avez toutes les matières premières qu'il vous faut. Donc les fils, c'est des nomenclatures DMC.
Même et les perles et fils métalliques, c'est toujours des Mill Hill Beads. C'est-à-dire c'est toujours la même marque, c'est toujours les mêmes... voilà. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça, vous avez le diagramme qui est suivant la taille, mais il est souvent, voire très souvent, sauf si le diagramme est très petit, le diagramme est coupé en deux. Donc là, vous avez la tête du Père Noël, et de l'autre côté, vous avez le bas du Père Noël. Avec en bas les descriptions, et si jamais il y a des indications, oui, là parfois il y a des indications sur comment faire quand il y a des points arrière, par exemple pour le visage, les yeux, les lèvres ou la peau, les bras quand il y en a. Il y a des petites indications, qui sont notées en anglais, mais franchement, ils vous disent le nombre de fils qu'il faut, Pour la taille. La taille préconisée, il vous donne une dimension si vous respectez la trame et la taille du tissu. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le patron, donc là il est coupé en deux, mais si vous respectez exactement la taille du tissu qu'ils vous disent, donc du lin ou quoi que ce soit, c'est exactement le format papier et de la taille de l'ouvrage. Voilà. Sauf que moi j'ai décidé de le faire sur du lin. Sur du lin 12 fils, c'est-à-dire c'est quand même assez fin, et donc du coup le personnage est quand même assez réduit. Donc moi j'ai décidé de le faire sur du lin couleur lin, voilà. Et voilà où j'en suis. Hop, je vais peut-être retirer l'aiguille sans la perdre, et voilà ce que j'ai. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, parce que j'ai eu des questions là-dessus. Comment commencer? Alors déjà, je vous conseille déjà de ne jamais griffonner sur ces ouvrages-là, que ce soit Mirabilia ou Lavender and Lace, parce que les diagrammes proprement dits sont entre guillemets collector. C'est-à-dire que moi, il y a des diagrammes que j'ai achetés il y a une vingtaine d'années. Ils ne sont plus édités. Voire la plupart du temps, sur certains, ils sont en rupture. Donc c'est un petit peu collector, donc du coup ne griffonnez pas là-dessus. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais parce que j'aime bien y voir. Donc moi je me fais faire des photocopies du diagramme que j'assemble. Vu qu'il est sur deux faces, vous voyez, c'est scotch. Après je le scotch. Je rallie les deux bords, les bords à bord là. Et ça c'est l'ouvrage, Comment faire ensuite parce qu'il n'y a pas de marque sur le tissu. Ben, en fait, vous avez sur le diagramme, vous avez de noter ici, c'est la moitié, vous avez une petite flèche qui vous stipule la moitié. Et l'autre moitié, bon, elle n'est pas sur celui-là, parce que la moitié, elle est de l'autre côté. Vous avez une petite flèche qui vous stipule la moitié en hauteur. Donc vous avez les indications là. Donc quand vous avez votre tissu, là, il vous suffit de plier en deux le tissu. Il vous suffit de replier encore en deux dans la longueur le tissu. De plier ici. Donc dans la longueur. De replier ici. Et ensuite vous marquez votre centre de... Ce qui va vous faire, au niveau de la pliure des deux, ça va vous noter le centre de votre, ouvrage. Voilà. Et ensuite, il suffit, sur votre diagramme, là par exemple, ça va être un petit peu compliqué à montrer, mais là par exemple, je suis ici au milieu et en bas la petite flèche elle est là, donc on monte, tac, et le centre du diagramme est ici. Donc on prend la première couleur correspondante, on vient faire quelques points, et là on peut commencer parce qu'on a bien noté, on est bien centré et sur le tissu, et au niveau du... Et après on augmente. Après on commence. Moi ce que j'aime bien avec ce genre de... là,
Il y a une bordure, moi, sur tout le... Il y a une bordure sur tout le... Le Père Noël est entouré d'une bordure. Parce que c'est vraiment le... Sur ce modèle-là, c'est vraiment comme une immense photo. Donc c'est vraiment très cadré. C'est vraiment très cadré. Donc moi, ce que je fais avec cette bordure-là, qui est marron tout autour, pour bien délimiter, vous voyez... Alors, je ne l'ai pas fait surtout parce que j'ai commencé que d'un côté. Mais vous voyez, je dessine ma... Je trace ma... Je fais mon point de croix sur tout le contour. Comme ça, je sais que cette ligne est prédéfinie et je n'ai pas à déborder. Si jamais, en comptant, je vois que ça dépasse. C'est-à-dire que je me suis trompé à un moment donné. Là, c'est peut-être à l'envers. Voilà. Donc, voilà. Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est que là, je suis passé de ce côté-là. J'ai bien envie de descendre là, mais pour m'assurer de ne pas me tromper, je vais reprendre ma bordure où je me suis arrêté là. Je vais venir l'emmener ici, parce que là, je suis à l'angle, et je vais venir l'emmener complètement en bas, parce que c'est une ligne droite. Hein. Donc, continuer ma bordure tout le long de cette ligne droite, jusqu'à reprendre celle-ci, et vraiment la clôturer. Comme ça, ça définit le cadre, et après, on peut passer, si on en a marre des couleurs, c'est ça qui est bien avec ce genre de... Quand c'est vraiment bien délimité, si on en a marre d'être là, une fois qu'on a bien délimité, en comptant, on peut repartir de là, parce qu'on sait qu'ici, c'est la bordure, donc en comptant... Comment c'est délimité sur le patron? C'est des cases de 10 sur 10. Donc il suffit, par exemple, quand on compte par rapport au bas, on sait que si jamais on veut commencer cette couleur-là, il suffit de compter, là on sait qu'il y a la 10 et la prochaine est à 12. Donc on commence à la 12e, on commence à broder, via le nombre de mailles, et c'est ce quadrillage qui est de 10 sur 10 où on peut vraiment compter, monter des multiples sans trop avoir à recompter depuis la base. On sait que chaque carré c'est 10, donc voilà, c'est un peu plus facile. Quant à la façon de broder, moi je brode sur le dessus. C'est-à-dire que mon aiguille ne passe jamais dessous. Elle passe 2 fois dessous. Elle passe, dessus-dessous. Elle passe une fois pour remonter le fil, parce que je bloque le fil dépasse en dessous, je le coince avec le doigt, et lors de la première croix, je coince le fil dessous, et ça me fait mon premier nœud. Je brode par-dessus, et moi, je ne brode pas... diagonale par diagonale, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont broder les carrés, c'est les croix forcément, il y a une croix en dessous et une croix en dessus. Il y en a beaucoup que sur la même couleur, elles vont broder toutes les diagonales, par exemple s'il y a 10 carrés de la même couleur sur une ligne, elles vont broder toutes les lignes dans ce sens-là, et après elles vont revenir, elles vont broder ça. Moi je brode ma croix au fur et à mesure, c'est-à-dire que je fais comme un point... comme quand on fait un point envers, c'est-à-dire que l'aiguille ne repasse jamais dessous. C'est-à-dire que quand je pique à mon angle, l'aiguille, en piquant l'angle sur lequel se termine la première diagonale, déjà l'aiguille, je la pique dans l'angle sur lequel veut repartir la deuxième diagonale. Et en fait, c'est un va-et-vient que l'aiguille ne passe jamais dessus, dessous, parce que... pour moi, j'obtiens déjà beaucoup plus de régularité. Moi, on me l'a toujours appris comme ça. Hein. Depuis que j'avais commencé, la brodeuse qui m'avait montré les premières fois m'avait dit jamais de dessus-dessous. Elle me dit c'est pas de la broderie de tapisserie, c'est la broderie de point de croix au point compté. Donc ça, après, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai appris comme ça. Maintenant, je fais comme ça. Il y en a beaucoup qui font du dessus-dessous. Apparemment, on brode comme ça quand c'est de la broderie de tapisserie. Peu importe si c'est vrai, si c'est faux, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais pas du dessus-dessous parce que j'ai essayé et pour moi, ça prend énormément de temps en plus de passer l'aiguille, la récupérer, ce jeu de va-et-vient de doigts, et n'ayant pas l'habitude non plus, peut-être aussi que ça vient aussi peut-être de là. Donc voilà. Donc j'ai bien avancé sur ce projet-là. Maintenant, ça va être un petit peu... Donc comment on s'organise après une fois qu'on a... Alors, une fois qu'on a toutes les couleurs, moi je travaille donc c'est des fils DMC, donc on les reçoit en petits écheveaux. Moi ce que je fais, c'est que j'achète des petites cartelettes. J'achète des petites cartelettes comme ceci, sur lesquelles je viens enrouler
je viens enrouler tout mon écheveau de DMC. Et après, comment ça fonctionne? Ça se brode, la plupart des Lavender and Lace et des Mirabilia se brodent sur 2 fils. Donc en fait, on prend la longueur suivant le nombre de couleurs, enfin le nombre de croix qu'on a à faire de cette couleur, on vient dérouler un peu de fil. Donc s'il n'y en a pas beaucoup, ben, par exemple, on vient couper cette longueur-là. On vient détripler le fil parce que dans le fil DMC, il y en a 6. On vient en prendre 2. On laisse la couleur de côté. On brode. On vient récupérer les 2 autres fils, donc il en restera que 2. Et ainsi de suite. Et s'il en reste, eh bien, on remet simplement le reste de fil. On l'entoure et quoi que ce soit. Et moi, je marque le numéro du fil à l'angle. Avant, je marquais... il y en a peut-être plus. Avant, je marquais... Parce que chaque sigle... chaque couleur a des sigles. Donc là, la 168, c'est le carré. Donc au début, sur la couleur, par exemple, le 168, qui n'est pas celle-là, sur la couleur 168, je marquais le petit carré. Donc je savais qu'en regardant ma boîte, parce qu'après toutes les couleurs sont rangées comme ça, je savais que le carré, je regardais même pas le numéro, je regardais le petit sigle. Seulement les sigles, en changeant de design change aussi. C'est-à-dire que la 168, là, sur ce design-là, c'est un petit carré, mais ça peut être un triangle, une croix, ou quoi que ce soit sur l'autre. Donc, du coup, j'ai complètement arrêté parce que les cartelettes, elles supportaient plus le fait de gommer. Après, j'ai mis du blanco. Enfin, voilà, donc j'ai arrêté, je note comme ça. Et je me garde toujours le petit patron à côté pour avoir plutôt avoir la couleur. Donc voilà comment ça s'organise. Après, une fois après que ça, je vous montrerai une autre fois. Une fois que par exemple cet ouvrage est terminé, je reclasse toutes ces mini écheveaux dans une grosse boîte où j'ai tous les écheveaux que j'ai, enfin toutes les échevettes que j'ai depuis X ou Y classées par ordre numérique. Et quand j'ai un nouvel ouvrage, je vais dans ces boîtes-là et je fais mon petit marché en disant il me faut la couleur 327, il m'en faut une, je prends dans la boîte, je mets dans la boîte qui est réservée uniquement à l'ouvrage parce que sinon c'est pas possible. Il faut se faire 2 boîtes, une boîte de stock, le gros stock, et une boîte uniquement que par ouvrage. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Quoi vous dire de plus? Non. J'avais rien. L'autre, peut-être la prochaine fois, je vous montrerai, parce que c'était dans des sacs, je vous montrerai l'autre Père Noël. C'est un autre design de Père Noël que j'avais déjà bien avancé, mais que voilà, je voulais en commencer à nouveau. Donc peut-être que le suivant prendra suite après. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet du point de croix qui sera un peu plus en langue. Peut-être que dans les semaines à venir, je vais vous montrer parce que j'ai retrouvé un petit peu le goût de ça, donc ça se trouve je vais faire que ça. Et puis si ça se trouve je vais relaisser un petit peu tomber pour faire un peu plus de tricot, quoi que ce soit. Ça, je me fixe absolument rien. Je me fixe pas de... Il faut que je finisse ça, ce jour-là c'est ça, ce jour-là c'est ça, parce que j'ai déjà un planning au niveau du travail. Enfin, j'essaie, on va dire, d'avoir un planning pour les mises à jour, les teintures et tout ça. Si en plus pour le tricot et pour les loisirs créatifs, je me mets une pression, donc non, c'est pas la peine. Voilà. C'est pareil pour le vlog. Au début, le vlog, je venais lundi, mardi, moi je tournais du lundi au vendredi, je venais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je me mettais une pression, de fou parce que je me disais, j'avance pas assez vite, qu'est-ce que je vais avoir à présenter? Là, je suis en train de teindre, on est mardi, par exemple, on est mardi et j'ai pas fait de vlog, j'ai rien à montrer, qu'est-ce que je vais dire aux compagnies? Donc maintenant, je sais que je reviens toutes les semaines vous voir, je reviens, comme la semaine dernière, je reviens en une fois et je vous montre ce que j'ai à vous montrer, ça dure 20 minutes, ça dure 20 minutes, ça dure 2 heures, ça durera 2 heures. Là, cette semaine, je suis revenu 2 fois. Là, peut-être que la fois d'après, je reviendrai peut-être tous les jours si j'ai des trucs à vous montrer. Quoi qu'il en soit, le contenu sera quand même là. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, cette histoire de mise à jour boutique et de vous montrer les écheveaux. Alors, j'ai décidé maintenant de vous montrer tous les écheveaux et de pas forcer... Alors, ça va pas durer 2 heures non plus, mais de bien vous montrer les écheveaux parce que pour certains et certaines qui n'ont pas Instagram sur lesquels je fais des mises à jour tous les lundis en live...
des lives Instagram tous les lundis. Elles veulent voir sur YouTube l'intégralité de ce que je peux montrer. Donc, avant de vous montrer, de faire la minute Vincent sur l'avancée du châle de Vincent, je vais vous montrer les nouveautés qui sortiront lundi. Donc, là où, quand vous allez le voir, ce sera déjà sorti. Mais il y a des choses qui seront déjà sorties. Là, moi, il y a des choses qui sont déjà en stock au jour où je vous parle, mais qui seront, si jamais c'est vendu et épuisé, qui seront disponibles. Soit j'aurai eu le temps de refaire un réassort, soit qui seront disponibles à la reteinture. Avant de commencer à vous montrer pour un petit côté pratique, pour les coloris qui sont déjà existants et qui peuvent être renouvelés, si vous voyez dans la fiche produit, même quand il y a du stock ou quand il n'y en a pas, si vous voyez le coloris par exemple 7, qui est le rouge par exemple en Luxor, si vous voyez entre parenthèses peut être commandé, ça veut dire que c'est un coloris qui peut être recommandé en teinture sur commande ou par exemple s'il y en a 2 et que vous en voulez 10, c'est une bêtise, il peut être recommandé. S'il n'y a pas la ligne, enfin entre parenthèses peut être recommandé, c'est que soit j'ai oublié de le mettre et vous pouvez venir me demander si jamais c'est réalisable, ou que j'ai décidé que c'était un coloris éphémère et non reproductible. Je dirais que dans 80% des cas, quand c'est pas marqué, c'est que c'est pas reproductible. Voilà. Donc moi, certaines de mes collègues et concurrentes ont une galerie elles ont des coloris assez récurrents et qu'elles peuvent reproduire à l'infini. Moi, j'en ai quelques-uns, mais j'ai décidé de pas... Je veux pas devenir un teinturier qui... C'est ma philosophie, après chacun fait ce qu'il veut, c'est pas une question... Là, c'est uniquement mon ressenti pour le travail. Je veux pas devenir quelqu'un qui va produire toujours le même coloris. Je suis content que ce coloris fonctionne, par exemple, donc c'est un petit peu ambigu, mais j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie de... Déjà, je fais pour la mixité un petit peu et pour plaire un petit peu à tout le monde au niveau des coloris, je produis, quand j'ai une gamme, je produis pas 50 échevaux de la même couleur, parce que si jamais, pour vous, c'est pas la bonne couleur, vous n'aimez pas, je me dis, je vais faire un petit peu moins d'échevaux à chaque fois, mais je vais multiplier les coloris. Ça, c'est un choix. Et ensuite, de faire dans cette production un petit peu de masse, de reproduire. J'ai pas envie de terminer un teinturier, de faire de la teinture à la main, mais à la façon Katia ou Fildar à faire des trucs, toujours les mêmes. Et puis, pour moi, quand je sors des coloris complètement éphémères ou quand il n'y en a pas beaucoup, je me dis, c'est les premiers et les premières qui prennent, elles auront un coloris qui sera original et que personne d'autre n'aura. C'est ça aussi dans le mode de fonctionnement dans lequel j'avais un petit peu pensé. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le fonctionnement un peu plus et sur la philosophie un petit peu au fil d'Horus. Pour l'instant, ça risque peut-être de changer, je sais pas, mais pour l'instant, je veux pas devenir... Il y a certains coloris que je reproduis avec grand plaisir, mais il y en a certains, ils sont partis. Alors, il y en a certains, je peux absolument pas les reproduire. Quand je vous dis, j'ai pas noté la formule, c'est des restes de teinture ou quoi que ce soit, c'est même pas la peine de venir me demander, parce que là, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Voilà, donc... Je vais vous montrer. Donc déjà dans les gammes qui sont déjà existantes, dans la gamme Theb Cocoon, qui est un mélange de mohair et soie, il y a 2 nouveaux coloris qui arrivent dans la boutique. Enfin, oui, dans cette gamme-là, c'est des nouveaux. Qui sont pas des nouveaux coloris ailleurs, mais donc il y a le coloris 7 qui arrive dans la partie Theb Cocoon. Et il y a le coloris marron avec plein de nuances. Donc il existe déjà un marron qui s'appelle Scribe, mais c'est un marron très 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 foncé. Et là c'est l'apprenti du Scribe. Voilà, donc c'est les 2 nouveaux coloris qui arrivent dans la boutique en base Theb Cocoon, donc qui est le mohair et soie. Ensuite, un seul nouveau coloris dans la gamme Theb Donegal, 85% Merino, 15% Donegal Nep, c'est une fingering 100 grammes pour 400 mètres. C'est le coloris rose sacré qui existe déjà sur d'autres bases, mais qui arrive sur la base Donegal. Voilà, en semi-solide. Voilà.
Ensuite, le coloris 7 arrive. La fois dernière, il est vers là, je crois. Ouais. J'ai teint le coloris Akhenaton sur base Thèbes égyptienne, 50% Baby Alpaga, 25% lin, 25% soie, qui est un écheveau qui est une laine non superwash. 100 grammes pour 400 mètres. Et là, il y a le coloris 7 qui arrive et qui vient rejoindre la famille des Baby Alpaga, lin et soie, dans la gamme Thèbes égyptienne 4 ply. Voilà. Donc il y a encore en stock, il y a des bleus. Oui, il y a des bleus Akhenaton. Il y a des Amenhotep qui sont dans des gris bleutés. Et là, il y a le 7 qui est arrivé en boutique. Voilà. Donc il colle bien aussi, par exemple, avec le mohair et soie. Hop, qui est un semi-solide. Hein. Pareil. Hein. Voilà, avec du rouge beaucoup plus intense. On voit bien l'alpaga, le côté duveteux de l'alpaga et aussi du lin. Voilà, c'est très très doux et très doux. Voilà, et ensuite deux nouveaux coloris dans la gamme Luxor Fingering 100% 4 ply Superwash 100 grammes pour 400 mètres. Donc ça c'est des petites nouveautés. Donc il y a ce coloris là qui est un rouge agrémenté un petit peu de noir marron. Enfin c'est du marron, c'est pas du noir, mais parfois il est assez dense, donc du coup on a l'impression que c'est du noir, mais c'est un joli mélange. Donc ça c'est la victoire de 7. Et là, c'est le coloris Bataille de Char. Donc là, c'est des marrons avec quelques speckles verts. Très légers. Assez lumineux, les speckles, mais voilà. Et qui se marie bien avec, celui-là. Il se marie super bien avec le 7 aussi. Voilà. Le 7 de la même Luxor 100%. Voilà. Donc les deux nouveautés. Donc le rouge c'est la victoire de 7. Et le marron c'est Bataille de Char. Voilà. Les deux nouveaux coloris qui arrivent qui sont déjà en boutique sur la 100% Luxor 100% Mérino. Et ensuite, la grosse mise à jour de cette semaine, c'est la nouvelle gamme que je vous avais dit. C'est la Mérino, elle va s'appeler Thèbes MCS. Donc, c'est la Mérino Cachemire et soie. Il y a 70% Mérino Superwash, 10% Cachemire et 20% soie. Donc, il va y avoir 8 coloris. Mais pour l'instant, il n'y aura aucun réassort de ces coloris ni teinture sur commande, pas avant le mois de juin. Pourquoi? Parce que sur cette base-là, le réassort ne se fera qu'à partir du mois de juin. Donc je ne prendrai pas de commande de teinture sur commande dans cette base-là, si jamais les coloris ne vous conviennent pas. Je ne prendrai pas de teinture sur commande avant le mois de juin. Mais ça, je vous en parlerai. Donc, il y a 8 coloris en tout. Donc, je vais vous les montrer. Le premier coloris, c'est la danse de rat. Donc, c'est quasiment que des coloris qui existent dans les autres bases. Donc, il y a le coloris la danse de rat, qui est un jaune ocre. Il y a le coloris, on va monter en gradient, on va monter avec le coloris Ptolémée. Donc là, on gagne en speckle, on gagne en marron, noisette, on gagne... On va monter avec le coloris l'apprenti du scribe. Voilà, qui est un marron semi-solide. Donc là, par exemple, un très joli combo, par exemple. Donc, je vais vous montrer l'apprenti du scribe, par exemple. Voilà, il est dans cet ordre-là. Le mohair et soie de tout à l'heure. Donc là, c'est la danse de rat, le coloris Ptolémée, le coloris l'apprenti du scribe, donc qui sont un petit peu dans les marrons. Donc ocre marron et marron. Ensuite, il y a deux variations de bleu, qui est le coloris, là le premier qui est un semi-solide et qui est le coloris Nil, qui est un bleu pétrole assez léger.
Voilà, avec des variations. C'est très doux, très lumineux, ça prend super bien la lumière. Malgré les... Enfin, il y a que... Oui, 20% de soie, mais c'est quand même... Ça prend quand même... c'est quand même assez lumineux. Ça réfléchit bien. Donc ça, c'est le coloris Nil. Et là, celui-là, il est un petit peu contrasté. Il y a un petit peu de couleur cendre violet assez clair à l'intérieur. C'est le coloris Les Rives du Nil, qui existe aussi sur d'autres bases. Voilà. Donc un peu plus intense et associé au coloris Nil. Voilà, donc là pour ces deux coloris. Et ensuite, c'est presque comme un dégradé de tout à l'heure. Il y a le coloris Rose Sacré. Voilà, qui est un vieux rose, semi-solide aussi. On monte un tout petit peu avec du marron dedans, c'est le Voyage d'Hathor. Voilà, qui contraste. Et toujours avec cette petite dose de rose à l'intérieur, de rose celui-là. Et on monte encore un tout petit peu plus et on rajoute un petit peu de violet à l'intérieur avec des speckles, un petit peu de bleu un peu plus intense mais très parsemé, du marron, des speckles et on obtient le coloris Hathor. Donc là on est sur cette gamme là, enfin sur ces dégradés là, donc Rose Sacré, le Voyage d'Hathor et Hathor. Voilà. Donc il y a dans les bases un petit peu rose, marron, violet. Il y a les coloris bleus. Et ensuite, les jaunes aussi. Jaune, marron. Voilà. Donc pour l'instant, pour le mois de mai du moins, pour le mois de mai, de tous ces coloris-là, il n'y a que 5. Oui, 5. 5 écheveaux de chaque couleur. Oui, c'est ça. Oui, 5 écheveaux de chaque couleur, pour l'instant. Donc, les réassorts ou les teintures sur commande, je vous dis, pour cette base-là, ne se feront qu'à partir du mois de juin. Voilà, donc pour les nouveautés, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je suis super content d'accueillir cette nouvelle base. Voilà, à peu près. J'ai tout, là? Non, je crois qu'il m'en manque un. Là, hop. Voilà à peu près ce qu'il y a dans les coloris de MCS. Voilà, il y en aura, la gamme va s'agrandir très certainement entre le mois de juin, cet été, pour arriver à l'automne. On verra. Mais c'est très sympa. Voilà. Pour les nouveautés, j'ai fait le tour de cette semaine, c'est déjà pas mal. La semaine prochaine, j'aurai une surprise à vous montrer, mais je n'en dis pas plus parce que de toute façon, il n'y a rien qui est un. Voilà. Ensuite, pour terminer cet épisode, je vais vous montrer la minute. Enfin, ça va être l'heure de la minute Vincent. Alors, Vincent qui tricote le châle étole écharpe, je sais pas. Abaculus de Lisa Hannes, qui est un châle qui se fait en fingering aux aiguilles 3,5. Lisa Hannes préconise 6 couleurs différentes, mais Vincent a décidé de le faire sur 3 couleurs plus la couleur de fond, donc sur 4 couleurs au total. Donc là, on va éviter de lui... Hop. Voilà où il en est. Donc, la fois dernière, il avait peut-être... Voilà. Non, si je vous le montre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Donc, le voilà. Donc, la première couleur, donc c'est toujours la couleur principale, enfin la couleur de base qui est ici, qui est mélangée à la première couleur entre mosaïque et point mousse. Après, on reprend la couleur de base, donc le noir, avec une nouvelle couleur, donc toujours en mosaïque, et ensuite la section point mousse. Et là, je vous avais quitté, il en était ici la dernière fois. Il avait juste commencé, donc c'est la troisième couleur. C'est sa troisième couleur. Et donc il a fait en mosaïque et au point mousse. Et là, il est reparti sur la mosaïque, c'est-à-dire il repart sur les coloris. Il repart sur le coloris de départ.
Donc en fait, le design part, ça va être ça, et jusque là, il faut faire ça 2 fois. Il faut avoir 6 bandes comme ça, 6 bandes x 2. Donc mosaïque et point mousse, et ça fait une section, et il faut le faire 6 fois. Donc là, il repart sur voilà, la nouvelle section. Donc là, je crois qu'il a terminé la mosaïque. Oui, il a terminé la mosaïque avec la couleur numéro 1, et il repart sur le... Il repart sur la section de point mousse. Ah, pardon pour le bruit de chaise. Hop là. Donc voilà ce que ça peut donner. Pour l'instant, il a fait un excellent choix de coloris. Non, c'est vraiment super travail. Ouais. Bon, je crois qu'il n'est pas du même avis que moi, hein, que la mosaïque c'est addictif. C'est pas son... Ça n'a pas l'air d'être son opinion. Bon, après, c'est sa première aussi. Est-ce que ça le deviendra? Moi, je trouve que oui. Après, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend aussi vraiment de chacun. Bon, mais là, c'est... il prend plaisir à le tricoter, hein, mais c'est pas... voilà. C'est pas non plus le... Voilà. Non, j'aime bien le dégradé à chaque fois de... Ouais. Les couleurs s'assemblent bien entre les unes et les autres, comme ça. Moi, je le regarde en même temps à la caméra, parce que moi je le vois tous les jours, mais de le revoir sur un retour écran, c'est encore mieux. On a une dimension qui est un peu différente. Un recul qui est différent surtout. Voilà. Voilà. Donc voilà où il en est. Hop. Voilà, bon, et bien écoutez, pour aujourd'hui et pour cette semaine, bah, c'est terminé. Voilà, je vous retrouve, je vous souhaite, je vous remercie de m'avoir regardé et de me suivre, de marquer les commentaires. Juste une dernière chose, à chaque fois j'oublie, à chaque fois je dis au revoir et j'ai toujours des trucs à raconter après. Pour le concours que j'ai lancé la fois dernière, dans le vlog précédent, attention, c'est moi, j'avais fait une boulette en vous le disant, je vous avais dit, c'est... hashtag Lurex qu'il faut marquer. Donc toutes celles qui ont voulu participer, qui re-regardent ce vlog-là, allez vérifier que vous m'avez bien mis le hashtag et non arrobase. C'est bien hashtag, hein, je vous mettrai en gros là. C'est hashtag Lurex qu'il faut mettre, parce que j'ai pas eu le temps de recontacter. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont marqué un arrobase, et ça sera pas pris en compte. Donc allez revérifier dans le commentaire du vlog précédent. Si vous avez marqué un arrobase, vous me remettez un autre commentaire, vous rajoutez un commentaire, mais vraiment en marquant bien le hashtag Lurex pour participer au concours et le tirage au sort de la fin du mois. Voilà, c'était ce que j'avais, c'était juste ce que j'avais à vous dire. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie énormément. Je vous souhaite un bon moment, et puis je vous dis à très bientôt, et je vous dis surtout, non, peut-être pas à très bientôt, mais à la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup de votre fidélité, et plein de gros bisous. Bye bye.